Oh, c'est une situation de tirelli, hein. Bon, ils font pif ou paf, on libère certains sans qu'on sache pourquoi. Il y a d'autres qui ont été arrêtés, ils n'ont jamais été jugés, ils sont libérés. Il y a d'autres qui sont toujours maintenus. Et les procès de façade, bon, nous savons que ce sont des prisonniers politiques, mais c'est plutôt des otages de guerre, c'est plutôt des prisonniers de guerre. Parce que la guerre de la resoumission de la Côte d'Ivoire au diktat de la France n'a pas pris fin. D'autant plus qu'il y a encore une bonne partie de la population, je dirais même la majorité, qui résiste à cette domination-là. Et notamment le Front populaire ivoirien. Et une organisation comme le CNRD aussi, c'est-à-dire le Congrès national de la résistance pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc, sans compter la population non militante qui n'accepte pas dans leur mental aussi la soumission à nouveau à l'impérialisme français, quoi. Oh, le mot persécuté est même est très petit. Il subit un attentat même à sa mort programmée, mais par la grâce de Dieu, le couteau, l'instrument qu'ils ont choisi, c'est-à-dire le président du Front populaire ivoirien, a été éjecté. Donc nous crions victoire en ce moment. Mais la persécution continue, puisqu'ils veulent nous pousser à la clandestinité. Le président qui a su l'intérim en ce moment, devait faire une conférence dans un lieu qui est un lieu privé, la fondation Aris Memel Fouté. Ils ont envoyé la police, c'était mercredi, pas ce mercredi dernier, mais l'autre mercredi surpassé, envoyé la police, interdit à toutes les personnes d'entrer dans ce bâtiment. Et la police, croyez-moi, la police est venue sans aucun mandat. Et depuis le vendredi dernier, la police est allée carrément fermer la fondation par chalumeau. Donc, on n'a pas accès. Oh, il y a des livres là-bas. Cette fondation abrite un centre de documentation. D'ailleurs, qu'on a en partenariat avec la fondation Jean Jaurès française. Et donc, les étudiants qui sont en anthropologie, en lettres, vont pour consulter des ouvrages. Donc, ce n'est pas seulement un lieu où on peut tenir des réunions ou des conférences, mais c'est un lieu, ça abrite un centre de documentation, une bibliothèque. Et vous voyez que le pouvoir en place actuellement allait fermer ce lieu-là, qui est un lieu privé. Ça vient d'être reformulé avec le départ de M. Afi N'Guessan, qui n'est plus président du FPI. C'est lui qui m'avait nommé à ce poste de coordination. Maintenant, c'est dit, ce que je vous ai dit tout à l'heure quand je me présentais. Je suis maintenant chargée des relations, je suis vice-présidente chargée des relations avec les organisations ainsi que les personnes qui luttent pour la libération de Laurent Gbagbo. Mais même par le passé, même quand c'était une coordination, non, aucune organisation nous avait aidés dans notre tâche, hein. Vous savez qu'on était qu'à notre début, on s'organisait. Et ma première sortie véritable, c'est celle qui a eu lieu tout récemment, où j'ai été à La Haye voir le prisonnier, pour qui je suis chargée, M. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Et j'ai profité pour rencontrer les organisations basées à Paris qui luttent aussi pour sa libération. Voilà, donc sinon pour l'instant, l'international socialiste ne m'a pas contacté dans ce sens, ni donné une aide quelconque. Sur le plan institutionnel, il fallait mettre en place les éléments de les conditions pour pouvoir appliquer notre programme. Je pense au plan sanitaire, nous avons voté la loi sur l'assurance maladie universelle. Et elle devait entrer en application en 2003, quand il y a eu l'attaque de la rébellion en 2002. Et au niveau... il y a plusieurs institutions qui ont été révisées. Bon, je vais passer aux choses plus concrètes. Il y a eu d'abord pour les enseignants. Vous savez que les enseignants en Côte d'Ivoire avaient deux régimes. Depuis justement l'arrivée de M. Alassane Ouattara sous Houphouët-Boigny,
comme Premier ministre, les propositions qu'il avait données, c'est que les enseignants qui font le même travail, d'autres aient la moitié du salaire. Donc on les appelait les enseignants décrochés, raccrochés ou décrochés, je ne sais plus l'expression qui est juste. Mais M. Laurent Gbagbo, dès qu'il a été élu, sa première tâche, c'était d'établir cet équilibre-là, de remettre ces enseignants-là au même stade que les autres enseignants. Et ça a été fort apprécié jusqu'à présent du corps enseignant. Il y avait plus de 1000 médecins qui chômaient. On ne pouvait pas les engager alors que la population a besoin énormément de médecins. Il a tout fait pour les recruter aussi. Au niveau de la police aussi, il a essayé de remettre un peu la pendule à l'heure. Et c'est au moment où il devait s'attaquer au problème de chômage, de développement. Il devait revenir d'Italie en 2002 pour faire... parce qu'on avait fini maintenant toutes les élections législatives, locales et tout, régionales, tout a été fait. Et il devait venir faire maintenant un forum social pour cibler les problèmes de l'emploi et tout. Malheureusement, le coup d'État est arrivé, l'attaque de la rébellion. Et à 2003, à partir de 2003, après l'accord de Makossy, on lui a imposé les rebelles dans le gouvernement. Et on ne pouvait plus appliquer des programmes. Tout ce que vous faites, c'est saboter. Donc, c'était difficile de travailler correctement, d'appliquer notre programme de gouvernement. On n'a pas pu appliquer. Mais quand même, au niveau financier, il a fait en sorte que la Côte d'Ivoire ait l'autonomie financière pour ses dépenses de gestion courante, qu'elle n'ait plus besoin d'aide budgétaire de ces pays, un peu de l'ex-colonie ou de l'Union européenne et autres. Parce qu'il a doté toutes les régies de dirigeants qui ont été recrutés sur appel à candidature. Vous voyez, il n'a pas nommé les amis ou les partisans. Il a fait appel à candidature avec des missions, des contrats bien concrets. Vous remplissez votre charge, vous demeurez en poste. Si bien que toutes les régies ont fonctionné correctement. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, même il y a eu un budget excédentaire. Et c'est comme ça qu'il a réussi à faire avoir le PPTE. Et en mars 2011, on était à la fin du problème des règlements des dettes extérieures contractées par ses prédécesseurs. Malheureusement, ils sont tombés sur nous, bombardé tout le pays. Et puis, bombardé les camps militaires, les civils, même des hôpitaux ont été touchés, hein, je vous le dis. Et fini par arrêter le président légalement élu, le déporter à la CPI et puis maintenir beaucoup de nos concitoyens en prison. Et nous vivons en semi-liberté, nous autres. Voilà. Deux événements, les deux premiers événements, nous avons déjà compris que la France ne tenait plus trop à mettre le masque. Et après, c'est la fin de la diplomatie. C'était une diplomatie de façade jusqu'à présent. Nous venons de nous rendre compte que la France se comporte exactement comme la tutelle, le colonisateur de la Côte d'Ivoire qui ne l'a jamais décolonisé. Voilà. Et les événements récents, ceux de 2010, ont montré complètement là, la France a fait tomber complètement le masque, puisque pour un problème de conflit électoral, mais il n'y avait même pas conflit. C'est la France seule qui a contesté, qui était la première à contester. Pour vous dire la chose, après les élections en Côte d'Ivoire, voici exactement comment les choses sont passées. Il n'y a pas eu de contestation. Le Conseil constitutionnel, qui est l'organe habilité à proclamer les résultats définitifs, a fait son travail, proclamé M. Laurent Gbagbo candidat, comme étant le candidat qui a remporté les suffrages. Il est élu. Il a, après son investiture, conformément à la loi de la Côte d'Ivoire, M. Nicolas Sarkozy, depuis l'Inde, à notre grande surprise, où il était en mission, il était en voyage, et devant des journalistes, a
intimé l'ordre au président Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir dans 48 heures ou 72 heures, je ne sais plus. Et là, qu'à 48 heures, nous étions tous sidérés. Et donc, ça montrait bien qu'il n'y avait plus de démocratie, il n'y avait plus de diplomatie entre la France et la Côte d'Ivoire. C'était bien le pays colonisateur qui s'adresse à son sujet. Donc l'indépendance, tout ça, c'était qu'une façade. Les diplomates, les ambassadeurs qu'on y envoyait, c'était une façade. Et figurez-vous que le président Laurent Gbagbo avait même demandé qu'on recompte si on estime que, on recompte les voix si on estime que il n'a pas gagné, ce qui a refusé. L'ONU même, Ban Ki-moon même, qui dit que c'est injuste de recompter les voix. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite. Bon, donc, vous me demandez comment j'ai vécu personnellement ces situations. C'est 2002, face à la rébellion, et puis les situations du bombardement du camp militaire de français à Bouaké, très douloureusement, parce que la France a montré vraiment son abus du pouvoir qu'il avait sur nous, parce que la France a toujours eu sa base militaire en Côte d'Ivoire depuis l'indépendance. Elle a gardé cette base militaire sous prétexte que c'était pour nous aider. C'était des accords militaires, mais en réalité, il n'y a pas d'accord. Et ce n'était pas des rapports d'un pays indépendant avec un autre pays, c'était des rapports toujours de maître à sujet. Et cette réalité hideuse s'est révélée au cours de ces deux événements, et plus clairement encore, et lâchement, parce que pour 2010, c'est lâchement, parce que même si c'est sa colonie, on ne se jette pas sur elle pour la bombarder. Et on comprend maintenant à la lumière de ce qui s'est passé en 2010, pourquoi le bombardement de Bouaké n'est pas le fait de l'armée ivoirienne. C'est une mascarade, tout juste pour détruire les armes, surtout les engins volants militaires que M. Laurent Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, a pu s'en acquérir en dehors de la France, qui avait le devoir, vis-à-vis des accords militaires, la France avait le devoir de nous protéger, d'intervenir en cas de guerre, d'attaque. Et concernant la rébellion, la France avait dit qu'il s'agissait d'un problème interne. Donc ce n'est pas le cas. On a vu son intervention directe en 2011 pour déloger le président de la République du palais. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment le maître et son sujet, les bourreaux qui jugent la victime. Et pour comprendre mieux, je vais vous lire un document intitulé « La charte de l'impérialisme ». Et vous allez comprendre toute cette mascarade. L'article 1er dit ceci. Notre devise de l'impérialisme. Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter, piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Article 2. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Article 3. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous, qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'attribuer l'exercice. L'article 5 dit ceci. Tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Cette fortune servira des dons, etc. Mais ce qui est plus intéressant encore, tout pouvoir, l'article 7 dit, tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité, sa légitimité et sa crédibilité. Il doit disparaître. Je reviens à l'article 6 qui dit tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Mais tout autre pouvoir du gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit sa forme et sa légitimité. C'est la situation de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a été élu
en 2000 par le peuple de Côte d'Ivoire. Comme son pouvoir n'émane pas du pouvoir impérialiste français et ses alliés, il est du coup illégitime, quelle que soit sa légitimité, comme ils l'ont dit dans leur charte. À partir de là, vous comprenez tout le scénario pour le diaboliser au regard de leur population, parce qu'il faut bien justifier au regard de leur population que ces valeurs prônées chez eux n'est pas appliquées à d'autres peuples. Et ils n'entendent pas laisser d'autres peuples appliquer ces valeurs-là. Donc tout le problème est là. À partir de là où Laurent Gbagbo ne correspond pas, comme je viens de le décrire, il ne met pas sa fortune dans les banques, et il n'accepte pas leur domination, il n'a pas attendu que ce soit eux qui le désignent comme l'homme avant qu'il ne soit élu président de la République. Ce sont des choses intolérables. Ils disent que tout ce pouvoir-là doit disparaître. Et voilà l'injonction qu'ils ont faite en 2010, après l'élection de M. Laurent Gbagbo. C'est cet article 7-là que M. Nicolas Sarkozy, président de la France, a appliqué, a mis appris à la lettre. Parce que sinon, comment pouvez-vous concevoir en ce siècle-là des civilisations, où on parle de civilisation mondiale, de droits de l'homme, de droits des peuples, que le président d'un pays puisse s'adresser au président d'un autre pays en lui donnant 48 heures pour quitter le pouvoir. Donc c'est l'application de cette charte. Vous savez, tant que je n'avais pas vécu les équipes, si j'avais connu ce document auparavant, j'aurais dit qu'on raconte des histoires du passé. Que cette charte ne peut pas être en actualité, être quelque chose d'actuel. Il a fallu connaître, vivre ces événements, ces 3 événements de la Côte d'Ivoire pour comprendre que cette charte-là n'est pas du tout caduque. Et c'est elle qui vient d'être appliquée au cas de la Côte d'Ivoire, au cas de Laurent Gbagbo. Le Front populaire ivoirien a pu relever le défi de rester un parti de combat, tel qu'il a été prévu par son président fondateur Laurent Gbagbo. Donc pour nous, ça suffit. Avenir politique, tout dépend des circonstances. Nous sommes un pays qui lutte pour son indépendance. Donc la lutte est devenue une lutte nationale. Elle ne peut pas être une lutte uniquement partisane du Front populaire ivoirien. Mais comme le Front populaire ivoirien demeure le fer de lance de cette lutte, nous pensons que le peuple saura, en temps opportun, lui être reconnaissant.